Bonjour Thierry. Bonjour, ça va bien? Ça va bien et toi? Oui, c'est dimanche matin, on est dans un cadre bucolique et superbe à QC dans le cadre de la 16e édition de Génération Star Wars et c'est un vrai bonheur d'être là. Bon, et tu es venu présenter. Qu'est-ce que tu es venu présenter à Génération Star Wars alors justement? Alors, Génération Star Wars, j'y suis tout d'abord pour l'aspect purement professionnel, entre guillemets, puisque je suis éditeur chez Delcourt, notamment de l'ensemble de la gamme Star Wars, de comics Star Wars adaptés en français. Et j'accompagne cette année un des dessinateurs Star Wars avec qui que j'ai le plaisir et l'honneur de connaître depuis quelques années, qui s'appelle Thomas Giorello, qui a collaboré notamment sur les séries X-Wing, Rogue Squadron, Clone Wars et Rébellion. Et on passe un très très bon moment depuis vendredi soir ici. Et on se plaît, il fait beau, les fans sont sympas. Donc voilà, c'est un vrai bonheur. Alors tu présentes aussi ta série Le Garde républicain. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, avec plaisir, effectivement. Alors, le Garde républicain, c'est un projet en réalité qui est né il y a plus d'une trentaine d'années dans le cadre d'un concours de dessin qui avait lieu dans une revue publiée par les éditions Luc qui s'appelait Mustang, et qui était un petit peu le petit frère de Strange à l'époque, publié par Luc. Donc, c'est une revue qui avait vu naître des personnages dorénavant devenus un petit peu mythiques comme Micros de Jean-Yves Mitton ou Photonique de Siro Tota. Et à la fin de la vie de ce magazine un petit peu éphémère, puisqu'il avait duré une quinzaine de numéros maximum, il y avait eu un concours de dessin. Alors j'étais minot à l'époque, j'avais 15 ans, et j'avais participé à ce concours en envoyant le dessin d'un personnage qui était censé être un super-héros français, qui s'appelait le Garde républicain. Alors j'avais bien sûr pas gagné, mais participé, ce qui est toujours le plus important. Et puis ce concours était tombé dans les oubliettes en même temps que le magazine s'arrêtait. 30 ans plus tard, j'ai exhumé ce vieux dessin de mes cartons, dépoussiéré un petit peu le concept, réécrit, redéfini. Et puis il y a 2 ans, m'est venue l'envie de reprendre ça, puis de voir ce qu'il était toujours possible d'en faire. Et ce projet, tel le phénix, un petit peu a repris vie. Et j'ai commencé à chercher en fait des auteurs qui pourraient me suivre dans cette aventure un peu folle dingue qui consistait à créer une série de super-héros français. Alors c'est des choses qui peuvent avoir déjà existé de toute façon dans le monde de l'édition ou ailleurs, mais comme particularité que ça se passe réellement en France, parce qu'on peut de manière discutable dire que Micros et Photonique étaient justement des super-héros français parce qu'ils étaient réalisés par des auteurs français, mais en revanche c'était des personnages américains situés dans un contexte socio-culturel et politique américain de l'époque, celui des années 80. En l'occurrence avec le Garde républicain, moi je souhaitais vraiment avoir une série de super-héros français, mais situé en France et évoluant dans un contexte politique, social, culturel qui soit pleinement français. Parce qu'il n'y a pas de raison. Les super-héros sont nés, je dirais, un petit peu à l'aube de la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, mais ils sont issus, je dirais, d'éléments culturels qui viennent de l'Europe, que ce soit le mythe du golem d'un côté, que ce soit toute la littérature feuilletonesque qui a vu naître par exemple Nyctalope, qui est un personnage de Jean de La Hire et qui était a priori l'un des premiers super-héros, mais en littérature. Donc je me dis c'était un moyen de revenir un petit peu aux sources en créant un super-héros français évoluant justement en France, quoi. Donc l'aventure était un petit peu dingue, un petit peu folle. Et puis j'ai trouvé des gens suffisamment, enfin aussi fous que moi visiblement, pour pouvoir me suivre et avoir envie de me suivre. Et je suis parti à écrire un récit autour de ce concept et de ce personnage, qui est, pour faire très simple, une espèce de super-héros qui ressemblerait à un Captain America, mais version française. Mais avec une particularité, c'est que j'ai considéré que ce personnage-là était là pour véhiculer, défendre, mettre en avant les valeurs de la République, qui sont des valeurs saines et positives, et que j'avais envie de mettre en avant, quoi, pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles méritent. Et j'ai considéré que pour cela, peut-être que dans ma petite mythologie personnelle, le tout premier garde républicain était Lafayette lui-même, grand défenseur des valeurs de la République. Donc on se situe à la fin du XVIIIe siècle. Bien sûr, Lafayette est allé aux États-Unis faire un petit tour, a imprégné, je dirais, les dirigeants américains à l'époque des idées non pas révolutionnaires, mais plutôt républicaines. Avant de revenir en France, où il a eu quelques difficultés d'ailleurs, historiquement, à implanter ses idées républicaines face à Napoléon Bonaparte, qui n'avait pas forcément très envie de le laisser s'exprimer dans ce registre-là.
Et donc, la particularité de la série du Garde républicain, c'est qu'il n'y a pas seulement un personnage du Garde, mais que chaque génération voit un garde occuper, revêtir le costume du Garde et défendre les valeurs de la République. Donc depuis la fin du XVIIIe siècle et jusqu'à nos jours, voire dans un lointain futur. Alors, il y a un côté donc très historique, tu le dis toi-même dans la série. Tu souhaites remonter à Lafayette, mais tu souhaites te faire vivre le personnage et les différentes incarnations du personnage sur plusieurs époques. Oui, absolument. En fait, chaque époque ou chaque nœud de l'histoire de France donne l'occasion de présenter un récit ou une version un petit peu différente du Garde républicain. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on a un concept tel que celui-ci, qui est un petit peu polymorphe, on se prend à imaginer des récits où on va situer ce concept du Garde républicain au moment de la Seconde Guerre mondiale, au moment de mai 68, au moment de la création des Brigades du Tigre face aux anarchistes au début du XXe siècle. Et bref, chaque élément un petit peu important de l'histoire de France, et c'est une manière très sympa de la revisiter d'ailleurs, avec un angle un petit peu fun, on se rend compte qu'on peut y incorporer une version du Garde et que chaque génération peut tout à fait présenter un récit autour de ce personnage-là. Puis c'est un moyen aussi de ne pas s'ennuyer à toujours, je dirais, travailler, collaborer ou faire vivre un personnage qui est toujours le même, en fait. Voilà. Alors de nos jours, il y aura bien sûr sur une génération d'une vingtaine d'années toujours le même personnage qui incarne le Garde. En revanche, si on remonte aux années 60, eh bien c'est un autre personnage, c'est une autre personne qui est le Garde républicain. Et l'idée, c'est de s'amuser à travers une frise chronologique à imaginer ce que sont devenus effectivement le Garde des années 60, pourquoi il a été remplacé ensuite par un Garde au cours des années 80, et puis pourquoi aujourd'hui on a encore un Garde différent au milieu des années 2000. Et tout ça en traversant les événements sociaux, culturels ou politiques de ces différentes époques. Oui, donc il y a un côté foncièrement, entre guillemets, engagé dans le sens de l'histoire, comme les comics américains, puisqu'on retrouve l'histoire de France revisitée au travers des des aventures du Garde républicain. On ne peut pas à un moment taxer de chauvinisme ou ce genre de choses? C'est parfaitement possible que des personnes voient la série sous cet angle-là. Maintenant, ça ne me dérange absolument pas de mettre en avant le principe d'un héros patriote. C'est pas un gros mot, patriote. En revanche, c'est pas du tout, bien au contraire, un héros nationaliste, parce que ce sont des termes qu'il faut toujours manier un petit peu avec précaution. Ça m'embêterait beaucoup que le personnage soit perçu ou voire récupéré par un certain nombre de personnes issues de l'extrême droite nauséeuse, c'est une évidence, parce que c'est pas du tout l'objet du personnage. Et puis aujourd'hui, on peut tout à fait défendre les valeurs républicaines sans pour autant être taxé d'avoir des idées extrêmes, qu'elles soient de gauche ou de droite. On est là pour défendre les valeurs de la République et en revanche, il ne faut pas non plus se méprendre. C'est pas une BD à message, c'est pas une BD purement historique, c'est une manière de s'amuser et au contact visiblement des auteurs qui ont accepté le jeu et qui me suivent en tant que dessinateur sur ces différents épisodes. Il y a aujourd'hui une dizaine de récits en cours de réalisation avec des auteurs tous plus talentueux les uns que les autres, que ce soit des auteurs débutants ou qui n'ont pas encore vraiment publié. C'est le cas de Chris Hénin avec qui je collabore et qui est présent ici sur QC, sur le Garde de la fin des années 60, début des années 70. C'est le cas de Elsa Chartier et Pierrick Collinet avec qui on a collaboré sur un récit qui situe le Garde dans les années 80. C'était le cas de Juan Roncoglio Berger, qui est un dessinateur mexicain avec qui j'ai collaboré pour le tout premier épisode du Garde, situé dans les années 2000, plutôt contemporaine. Et puis derrière ça, des auteurs ultra confirmés comme François Corteggiani, Luciano Bernasconi ou Jean-Yves Mitton sont engagés dans l'aventure parce que le projet les intéresse. Donc c'est un vrai bonheur. Moi, c'est un bonheur de gosse aujourd'hui de pouvoir animer ce personnage-là au contact de monstres sacrés de la bande dessinée qui sont des gens que j'admire depuis des décennies, quoi. Et pour rebondir justement sur Jean-Yves Mitton, est-ce qu'il y a un projet, je pense que la réponse est assez claire, d'intégrer ce personnage à une vraie équipe de super-héros français et est-ce qu'on aura peut-être la chance un jour de revoir des personnages qu'on avait vus dans l'univers de Jean-Yves Mitton croiser le fer entre guillemets avec le Garde républicain? Est-ce qu'il y a des chances? C'est tout à fait possible parce que le maître mot de l'ensemble de ce projet ou de ces projets ou de ces différents récits, c'est une totale liberté. Voilà, j'ai créé cette espèce de bac à sable récréatif en fait pour me faire plaisir et ne pas être du tout limité ni par des contraintes éditoriales, puisque c'est moi qui les fixe en l'occurrence, et justement pour que tout soit rendu possible si on le souhaite. Dans un premier temps avec Jean-Yves,
d'une manière absolument magique, va proposer de collaborer sur un premier récit qui lui est situé vers 2050 en l'occurrence. Donc on est sur une version du Garde qui, elle, cette fois-ci se situe dans un futur prospectif, quoi. Pourquoi pas? La réponse à ta question, elle est pourquoi pas? Même si c'est pas ce que dans un premier temps on va faire, parce qu'il y a suffisamment à explorer autour du personnage du Garde et des personnages secondaires qui l'entourent. Mais on peut tout à fait imaginer, puisque Jean-Yves s'est amusé dans son propre univers à animer un personnage tel que Epsilon, puisque c'est peut-être à lui que tu faisais référence. Epsilon, qui était une série spin-off de Micros d'ailleurs. Pourquoi pas imaginer effectivement, au moins sous la forme de clin d'œil, la rencontre du Garde de cette époque-là avec des personnages créés par Jean-Yves. On va même un peu plus loin, puisque, et à nouveau pour parler de Jean-Yves, dans le numéro 3 du Garde qui sera disponible mi-juin, dans un récit qui est réalisé en collaboration avec Pierrick Collinet et Elsa Chartier, on va se rendre compte que le Garde des années 80 va rencontrer un personnage qui, justement, est un personnage qui a été créé par Jean-Yves, co-créé par Jean-Yves et François Cortegiani. Donc on verra ce qu'il en est, j'en dis pas plus. Bon, les gens qui connaissent les personnages et les travaux de ces auteurs ont probablement deviné, mais ça sera à découvrir. Et c'est voilà le type de liberté dont on dispose quand on a la chance de pouvoir travailler sur des séries qui sont celles qu'on en a soi-même créées. J'ai pas de barrière éditoriale, juste l'accord d'auteurs qui me disent bah oui, pas de problème, tu peux jouer avec notre personnage et tu peux l'intégrer dans les récits du Garde. Et de la même manière, d'une manière inversée, le Garde, par exemple, fait partie d'un récit situé au cours de la Seconde Guerre mondiale, et qui est un récit qui est coécrit par Roy Thomas, qui est une légende des comics, puisque c'est la personne qui a piloté Marvel à la suite de Stan Lee à la fin des années 70. C'est le scénariste du tout premier Star Wars, c'est d'actualité en étant ici à QC. C'est bien sûr le scénariste des Vengeurs pendant des dizaines d'épisodes et de Conan pendant plusieurs décennies. Et Roy Thomas a écrit un récit qui s'appelle Les Partisans, en collaboration avec Jean-Marc L'Officier, que je salue au passage. Et les Partisans, mais c'est tout juste un groupe de super-héros situé pendant la Seconde Guerre mondiale, au moment de l'opération Overlord, au moment du débarquement allié. Et ce groupe de super-héros incorpore la version Seconde Guerre mondiale du Garde républicain. Donc je me retrouve avec un an et demi après avoir lancé ce projet, avec Roy Thomas, une légende des comics qui anime la version du Garde de Seconde Guerre mondiale. Donc c'est absolument magique. Puis à côté de ça, il y a Jean-Yves Mitton sur un projet, il y a François Cortegiani qui fait un récit. C'est juste, voilà, je suis dans un magasin de bonbons et c'est un vrai bonheur, quoi. On sent l'œil du gosse qui s'éveille. Oui, bien sûr, parce qu'on fait ce job-là d'une manière générale pour croquer tous les jours des Madeleines de Proust d'un côté, pour se faire plaisir et pour générer de l'émotion. C'est ça les vraies clés en fait du job d'éditeur ou de créateur de bande dessinée. Et quand on a la chance aujourd'hui de voir une simple idée mise sur le papier devenir un projet qui grandit et qui intéresse des gens, ces gens en l'occurrence sont des légendes que l'on a admirées depuis des décennies. Il y a vraiment une dimension qui est magique et de passion qu'on essaie de faire passer là-dedans. Et puis la manière dont les lecteurs semblent réagir au projet aujourd'hui prouve qu'on est dans la bonne direction, quoi. Donc l'historique pour le Garde, l'avenir du Garde, c'est l'épisode 3 pour juin. Juin, absolument, oui. C'est un épisode que tout est fait aujourd'hui pour qu'il soit disponible et lancé au moment de la Comic-Con qui se tient à Lyon le week-end de mi-juin. Le numéro 4 qui est bien avancé, réalisé à nouveau avec Chris Etoff-Hénin, avec qui j'ai travaillé sur le numéro 2. Et puis Nathan Legendre pour la deuxième histoire sera disponible à la rentrée de septembre-octobre. Voilà, et derrière sont d'ores et déjà bien avancés au moins une dizaine d'autres récits et des auteurs surprises et de grands talents et d'expériences qui sont encore à venir. Donc ouais, le Garde ne fait que commencer à vivre et puis va connaître une belle période de publication fin 2014, début 2015 et toute l'année qui suit, bien sûr. Ouais. Bon, bah écoute, super, merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce qu'on peut aborder aussi la partie Delcourt? Non, oui, non. Mais si, bien sûr. Bien sûr. Parce que je crois que c'est quand même une autre partie qui t'occupe pas mal de temps. C'est un vrai job en fait. C'est un vrai job. C'est toute la journée. Oui. En fait, le Garde, c'est sur le temps libre et on prend sur le temps de sommeil. Et mon vrai job, c'est d'être éditeur effectivement du catalogue comics au sein des éditions Delcourt. Ouais. Alors aujourd'hui, vous êtes quand même éditeur de grosses séries, notamment de Walking Dead, des séries comme Invincible, des séries qui ont un gros succès et de grosses valeurs ajoutées. En plus, surtout sur de l'indépendant, ou ce qu'on peut appeler du
l'indé, entre gros Oui, guillemets. l'indé, même si c'est un terme qui est un peu galvaudé aujourd'hui, mais disons que notre catalogue de comics Delcourt, la collection Contrebande et Delcourt Comics de manière générale, on se fait fort de travailler sur des comics indépendants dont la grosse majorité sont des comics dont les droits appartiennent aux auteurs. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Alors c'est évident avec ce qu'on disait auparavant sur le Garde, bien sûr. Mais travailler aujourd'hui avec les séries créées par Robert Kirkman, alors certes, certaines, notamment Walking Dead, sont devenues des succès planétaires et tout le monde en est ravi, lui le premier, nous aussi, les éditions Delcourt également. Mais il n'empêche que ça reste une série qui est une série en creator-owned, c'est-à-dire dont les droits restent les droits associés aux auteurs. Contrairement à des univers de super-héros partagés, par exemple, que peuvent être l'univers DC qui appartient à Warner ou l'univers Marvel qui appartient à Disney. La seule exception notable aujourd'hui avec laquelle nous travaillons, c'est l'univers Star Wars, effectivement, puisque là, en l'occurrence, Star Wars ça a toujours été de tout temps une propriété de Lucasfilm et depuis quelques mois maintenant, effectivement, une propriété de Disney également. Ça n'empêche pas de publier de très bons comics dans ce registre-là, mais le plus gros de notre catalogue, pour rejoindre ce que tu disais, c'est vrai, est constitué de comics dits indépendants. Alors ça va de Hellboy, qui est une création de Mike Mignola, hein, l'ensemble des séries de Kirkman, tu as évoqué Walking Dead et Invincible. L'ensemble des séries qui sont éditées également par Kirkman au sein du label Skybound, c'est The Goon de Eric Powell, c'est Spawn de Todd McFarlane. Voilà. Toutes ces séries-là sont des séries dont les droits continuent à appartenir à 100% aux auteurs qui les ont créées. Il y a cette superbe série que moi j'aime beaucoup graphiquement, qui est la série de Star Kings, Elephant Man. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu? Parce que je suis très fan. Oui, absolument. Alors c'est une série que je suis d'une part parce que je connais maintenant Richard Starkins, le créateur de ce personnage-là, depuis une quinzaine d'années. Maintenant, lorsque je collaborais au sein des éditions Semic avant de rejoindre Delcourt il y a maintenant 10 ans, on avait commencé à publier cette série sous un autre nom, entre guillemets, puisque Elephant Man, qui est une série qui connaît maintenant plus de 50 épisodes aux États-Unis, est quelque part un spin-off, c'est-à-dire une série dérivée d'une première série créée par Starkins et José Ladrón qui s'appelle Hip Flask. Et j'avais publié Hip Flask chez Semic à l'époque. Donc ça fait en gros 12-15 ans maintenant que cette série Elephant Man et ce qu'en fait Richard m'intéresse. Et récemment, on a enfin pu reprendre chronologiquement l'ensemble des premiers épisodes de la série Elephant Man, publier deux tomes qui correspondent vraiment aux prémices de la série, le tome 2 étant publié depuis le tout début de cette année, et on espère pouvoir continuer longtemps. Alors, toute la difficulté aujourd'hui de séries indépendantes comme celle-ci, c'est d'aller rencontrer, d'aller chercher un public, d'avoir le succès qu'on souhaiterait qu'elles aient. Pas toujours évident, parce qu'on a face à nous des grosses machines marketing qui explorent des univers de super-héros, un petit peu impersonnels. On ne peut pas forcément lutter en termes marketing face aux machines de guerre que sont les films, à la fois des Marvel Studios, Fox ou Sony pour l'univers Marvel, ou Warner lorsqu'ils arrivent sur les écrans, parce que c'est vrai que ça monopolise beaucoup d'attention auprès du public. Mais on se bat justement pour que des séries originales, indépendantes telles que celle-ci, aient leur place sur le marché français. On a la chance aujourd'hui de rencontrer suffisamment de succès pour continuer à être, et de loin, le numéro 1 du comics en France, grâce notamment au succès phénoménal de Walking Dead, mais grâce aussi au succès non démenti de Hellboy, BPRD et tout l'univers créé par Mignola, grâce à Spawn, grâce à Invincible également, qui rencontre un succès qui ne se démentit pas. Et très régulièrement, mon travail, c'est d'essayer d'amener des nouvelles séries, des choses qui sont très originales, avec un angle différent, et pas forcément qu'ils soient du super-héros, justement, parce qu'il faut le rappeler, comics, ça ne veut pas dire super-héros, ce n'est pas le synonyme de super-héros, c'est simplement une manière de parler de cette bande dessinée anglo-saxonne qui vient d'ailleurs. Le super-héros n'étant qu'une des composantes justement des différents genres représentés dans la BD américaine, que ce soit la science-fiction, le polar, l'horreur, bref, on a un choix assez énorme de genres graphiques ou narratifs qui sont proposés au sein du catalogue Delcourt aujourd'hui. Et les projets justement pour le second semestre, on y arrive, c'est demain, pour Delcourt, c'est quoi? Quelle nouvelle série? Alors beaucoup de nouvelles séries, toujours. Chaque mois voit son lot un ou nouveau tome 1, alors qui ne sont pas forcément des séries non plus très longues. C'est-à-dire qu'on a
finalement assez peu de séries fleuves qui vont s'étaler sur 12, 15, 20, 25 tomes, contrairement effectivement à Spider-Man ou Batman, qui sont des séries qui existent respectivement depuis 50 et 75 ans, quoi. Mais justement, c'est ce qui génère, à mon sens, un intérêt, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément enfermé ou enferré dans une série qu'on va devoir suivre pendant des décennies, mais on peut aller picorer, chercher des choses différentes. Là, très prochainement, sort par exemple Ten Ground, qui est une série écrite par Michael Straczynski. C'est dessiné par Ben Temple Smith, qui est un habitué de notre catalogue avec Wormwood, Fell, 30 jours de nuit. C'est vraiment des séries de cet ordre-là, moi, qui m'intéressent aujourd'hui, parce que ce sont des séries d'auteurs, ce sont des séries qui parlent de sujets qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut voir dans les séries classiques de super-héros. On va présenter Ghosted également, qui est un petit peu le mélange entre Ocean's Eleven et puis Ghost Whisperer. Voilà, il y a énormément de genres et de choses nouvelles. Alors, je pourrais effectivement couvrir et développer l'ensemble du catalogue. Et c'est évident que si ce sont des séries que je suis allé sélectionner, c'est des séries que j'aime et que j'ai envie de mettre en avant et de proposer. Sincèrement, il faut faire un tour et goûter et tester chacune de ces séries. Bon, je vais quand même juste finir avec une annonce qui n'en est plus une puisqu'elle a été faite officiellement, mais c'est la reprise de la licence Snoopy chez Delcourt, parce que Snoopy, ça reste du comics américain. C'est même le plus gros classique du comic strip américain. Et on a le plaisir de voir revenir cette licence chez Delcourt, de voir arriver cette licence chez Delcourt. Le tout premier album sort ces jours-ci. Et c'est un véritable bonheur, puisque l'année prochaine sera l'année de la célébration du 65e anniversaire de Snoopy, créé en 1950. Et à cette occasion-là, il y aura une série télé qui va arriver sur France 3, il y aura un film en fin d'année 2015 sur les grands écrans, et justement une nouvelle collection, une nouvelle série d'albums à découvrir pour les petits et les grands autour du chien le plus célèbre de la bande dessinée. Voilà, c'est du vrai bonheur, quoi. Donc retour au classique. Retour au classique. Et aussi prise de risque constante avec justement l'arrivée de nouveaux concepts, de nouvelles séries, de nouveaux auteurs. Mon travail, c'est un travail qui consiste à vouloir faire découvrir au public des choses qui sont différentes de ce qu'ils connaissent ailleurs. Voilà. Et pour croire qu'on n'y arrive pas trop mal jusqu'à maintenant et qu'on a envie de continuer dans cette voie-là, parce que c'est celle qui vraiment génère le plus d'émotions, une fois de plus. Écoute Thierry, un grand merci. Mais un grand merci à vous, à toi. Et à bientôt sur TK Geek, à bientto sur les salons. Donc oui, prochain rendez-vous Comic Con Lyon. Prochain rendez-vous Comic Con, et avant cela, d'ici une quinzaine de jours, Saint-Gaudens, Comminges, un salon où je serai cette fois-ci à titre personnel, donc je change de casquette, je ne suis plus Delcourt cette fois-ci, je suis à nouveau l'auteur du Garde, et je serai présent avec Christophe Hénin, présent là-bas pour un chouette festival qu'on va aller découvrir, effectivement, près de Saint-Gaudens. On mettra les liens sur le site aussi. Oui, merci beaucoup. Un grand merci Thierry, et à bientôt. Merci, au revoir.